Salut tout le monde et bienvenue dans The Deep Dive. On est de retour pour une nouvelle exploration en profondeur. Et cette fois-ci, on va se pencher sur un sujet qui peut paraître un peu obscur au premier abord, mais qui nous concerne tous, plus qu'on le pense. Les risques biologiques. Oui, c'est un sujet assez vaste et parfois un peu anxiogène, mais c'est important de démystifier tout ça et de comprendre les enjeux. Exactement. Et pour ce faire, on a décortiqué un document très complet sur les risques biologiques et la gestion des déchets hospitaliers. C'est assez dense, mais on va essayer de le rendre accessible et intéressant pour tout le monde. L'idée, c'est de vous donner les clés pour comprendre ces risques, d'où ils viennent, comment ils se propagent et surtout comment on peut s'en protéger au quotidien. Alors, pour commencer, est-ce qu'on pourrait définir ce qu'on entend par risque biologique? En fait, il s'agit de tout ce qui peut nuire à la santé d'un individu à cause de micro-organismes, des bactéries aux champignons, en passant par les virus et les parasites. Ah oui, donc c'est vraiment un large éventail de méchants microscopiques qui peuvent nous causer des problèmes. Exactement. Et on pense souvent aux maladies graves, mais en réalité, les effets peuvent être très variés. Ça peut aller d'une simple irritation cutanée à une infection respiratoire, en passant par des allergies ou des intoxications. D'accord, donc les risques biologiques, ce n'est pas forcément synonyme de maladies mortelles, mais il faut quand même les prendre au sérieux. Tout à fait. Et le document insiste sur un point important. Tous les micro-organismes ne sont pas nos ennemis. Il y en a des milliards autour de nous, et la plupart sont inoffensifs, voire bénéfiques pour notre santé et notre environnement. C'est vrai, on pense souvent aux bactéries comme étant mauvaises, mais il y en a plein qui sont essentielles à notre digestion, par exemple. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que dans cette multitude de micro-organismes, il y en a certains qui peuvent causer des problèmes. Et le document nous rappelle que ces brebis galeuses peuvent se trouver un peu partout, pas seulement dans les hôpitaux. Ah ouais. C'est vrai qu'on imagine souvent les risques biologiques dans un contexte médical, mais en réalité. Mais en réalité, on peut les rencontrer dans beaucoup d'autres secteurs. Pensez aux agriculteurs qui sont en contact avec des animaux et leurs pathogènes, aux éboueurs qui manipulent des déchets potentiellement contaminés. Même les employés de bureau peuvent être exposés à des moisissures dans des bâtiments mal ventilés. C'est vrai, on n'y pense pas forcément, mais c'est un risque bien réel. Et d'ailleurs, le document donne-t-il des exemples précis de ces brebis galeuses? Oui, absolument. On a les bactéries, bien sûr, avec la fameuse E. coli qui peut causer des problèmes digestifs, mais aussi des virus comme celui de la grippe qui nous rappellent que nous sommes constamment en interaction avec ces petits envahisseurs. Et puis il y a les parasites dont certains peuvent vivre à l'intérieur de notre corps. Ça peut faire froid dans le dos, mais c'est une réalité. C'est clair que ça donne à réfléchir. Et les champignons, et le côté. On parle bien des champignons microscopiques, pas des cèpes et des girolles. Exactement. Il existe tout un monde de champignons microscopiques, certains bénéfiques, d'autres nuisibles. Le document mentionne d'ailleurs les moisissures qui peuvent causer des problèmes respiratoires, surtout chez les personnes sensibles. Donc on a tout un éventail de méchants microscopiques. Mais est-ce qu'ils sont tous dangereux au même niveau? Heureusement, non, non. Le document présente un système de classification des agents biologiques qui les répartit en 4 groupes en fonction du risque qu'ils représentent pour la santé humaine. C'est un peu comme une échelle de dangerosité, alors. Exactement. Le groupe 1, ce sont les agents non pathogènes, donc a priori sans danger pour l'homme. Mais ensuite, ça se corsote. Le groupe 2, ce sont des agents qui peuvent causer des maladies, mais avec un risque de propagation limité et des traitements disponibles. Le groupe 3, c'est plus sérieux, les maladies peuvent être graves, la propagation plus facile, mais il existe souvent des traitements ou des vaccins. Et j'imagine que le groupe 4, c'est le niveau d'alerte maximum. Oui, c'est là qu'on retrouve les agents les plus dangereux. Maladies graves, propagation facile et souvent pas de traitement efficace. C'est un rappel important qu'il faut prendre ces risques au sérieux, surtout dans certains métiers. Alors, on a nos méchants microscopiques, on sait qu'ils ont des niveaux de dangerosité différents. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à nous contaminer? Par où passent-ils? Le document détaille les différentes voies de transmission et c'est assez fascinant de se représenter le voyage d'un pathogène de sa source jusqu'à son hôte. Un voyage à Josias. Imaginez une minuscule gouttelette contenant un virus, expulsé par une personne infectée lors d'une toux ou d'un éternuement. Si vous inhalez cette gouttelette, le virus peut pénétrer dans vos voies respiratoires et potentiellement vous infecter. C'est ce qu'on appelle la transmission par voie aérienne. Donc, même quelque chose d'aussi banal qu'une toux peut être vecteur de contamination. Absolument. La transmission par contact, quant à elle, peut se produire si vous touchez une surface contaminée, puis vos yeux, votre nez ou votre bouche. D'accord, donc on ne parle pas seulement de se protéger des choses, visiblement celles, mais aussi de ces voies microscopiques. Tout à fait. Il y a aussi l'inoculation, c'est-à-dire l'introduction directe d'un agent pathogène dans le sang,
par exemple lors d'une piqûre avec une aiguille contaminée ou d'une morsure d'animal. Et enfin, la voie digestive par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée. On comprend mieux maintenant comment ces agents pathogènes peuvent se propager. Mais quelles sont les conséquences concrètes pour notre santé? On a parlé de maladies, d'allergies, d'intoxication. Et même de cancer dans certains cas. Le document cite l'exemple des hépatites B, qui peuvent évoluer vers un cancer du foie. Il mentionne aussi les allergies qui peuvent être déclenchées par l'exposition à certains micro-organismes. Et puis, il y a les toxines produites par certaines bactéries, comme Clostridium botulinum, responsable du botulisme, ou Clostridium tetani, responsable du tétano. C'est assez effrayant de se dire qu'on peut être exposé à tous ces dangers sans même le savoir. Et le document semble accorder une attention particulière aux déchets hospitaliers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si particulier avec ces déchets? Les hôpitaux sont en première ligne face aux risques biologiques. Ils génèrent une quantité importante de déchets, dont certains sont contaminés par des matières potentiellement infectieuses. C'est logique, vu l'environnement et les types de soins qui y sont pratiqués. Exactement. C'est là que le concept de DASRI entre en jeu. Déchets d'activité de soins à risque infectieux. Il s'agit de tous les déchets qui ont été en contact avec du sang, des fluides corporels ou d'autres substances potentiellement infectieuses. On parle donc d'objets comme des aiguilles usagées, des pansements et autres fournitures médicales. Oui, tout à fait. Ces matériaux nécessitent un traitement particulier pour protéger toutes les personnes impliquées. Les patients, le personnel soignant et l'environnement. Ça a l'air d'être un processus assez complexe. En effet, le document détaille une approche en plusieurs étapes qui comprend le tri, l'emballage, l'étiquetage, le stockage, le transport et enfin l'élimination de déchets. Chaque étape est cruciale pour garantir que ces matières potentiellement dangereuses sont manipulées de manière sécuritaire et efficace.